Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux bobines et aux inductances. Dans cette vidéo, nous allons parler rapidement de la réalisation de ces composants et de leur fonctionnement. Nous allons parler des liens entre les grandeurs électriques dans ce composant, de l'association de bobines, du modèle réel d'une bobine ainsi que du marquage des composants. Vaste programme. Commençons tout de suite par parler de ces composants, de leur réalisation et de leur fonctionnement. Une bobine est un composant qui permet de créer un champ électromagnétique. On peut décomposer l'utilisation des bobines en deux grandes catégories. La première catégorie dans laquelle on n'utilise pas le phénomène électromagnétique généré. Par exemple, les bobines peuvent être utilisées pour créer des filtres, des oscillateurs, ou pour lisser du courant dans des alimentations, généralement en association avec des condensateurs. Et dans la deuxième catégorie, on utilise le champ électromagnétique généré pour faire des capteurs, des électroaimants, des moteurs électriques, des antennes, des transformateurs, pour transmettre de la puissance sans contact, par exemple dans des plaques à induction ou dans des systèmes de rechargement de téléphones portables. On utilise le fait qu'un courant dans une bobine va générer un champ électromagnétique et aussi le phénomène inverse, un champ électromagnétique appliqué à une bobine va générer un courant. C'est grâce à ce principe qu'on peut réaliser ces applications de transformateurs, de transmission de puissance sans contact. Une bobine est réalisée par un simple enroulage de fils conducteurs, soit dans l'air, soit autour d'un noyau ferromagnétique ou ferrite, c'est-à-dire un matériau qui va favoriser la circulation du champ magnétique. On peut aussi réaliser des bobines autour d'un noyau en forme de tore. Le fonctionnement suit le principe suivant. Un courant variable appliqué dans la bobine va générer un champ d'induction B exprimé en Tesla. Donné en hommage à Nikola Tesla, né en 1856 et décédé en 1943. Il fut un ingénieur américain d'origine serbe et il est considéré comme un des plus grands scientifiques de tous les temps. Alors ce n'est pas à lui rendre hommage que d'en parler pendant quelques instants dans cette vidéo. Nikola Tesla est connu pour avoir développé et favorisé l'utilisation du courant alternatif et aussi pour avoir créé la première génératrice de courant alternatif. Il a longuement travaillé sur les phénomènes électromagnétiques et dans d'autres nombreux domaines tels que la téléphonie par exemple. Il est d'ailleurs l'auteur et le dépositaire de plus de 300 brevets. Ce courant I crée de la même manière le flux d'induction phi qui est égal à L fois I en Weber, donné en hommage à Wilhelm Eduard Weber, né en 1804 et décédé en 1891, il fut un scientifique allemand qui a longuement travaillé sur les phénomènes électromagnétiques. Le flux d'induction est en fait l'intensité et la répartition spatiale de l'induction magnétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la physique, excusez-moi les physiciens, l'auditeur intéressé pourra suivre un cours de physique sur ce sujet pour approfondir. La grandeur caractéristique d'une bobine est l'inductance L en Henry, donné en hommage à Joseph Henry, qui fut un physicien américain né en 1797 et décédé en 1878. Joseph Henry est connu pour ses travaux en électromagnétisme et par la découverte de l'auto-induction, donc du champ électromagnétique généré par une bobine. Les inductances standards en électronique vont de valeurs légèrement inférieures au micro-Henry jusqu'au milli-Henry. On peut approximer le calcul de l'inductance d'une bobine, aussi appelée inductance propre, c'est-à-dire l'inductance qui n'est due que par l'enroulage du fil primaire, par la formule mu fois n carré fois s sur L, n étant le nombre de spires, donc le nombre d'enroulements, s la surface en mètres carrés de la bobine, et L sa longueur. On fait apparaître ici un paramètre caractéristique du matériau qui compose le noyau, la perméabilité magnétique, mu, qui est égal à mu_r fois mu0, où mu0 est la perméabilité du vide, qui est égale à 4pi fois 10-7 Henry par mètre, et mu_r qui est une grandeur sans unité, qui est la perméabilité relative du matériau. On voit ici le parallèle avec les condensateurs et la permittivité diélectrique. On peut avoir 3 cas pour mu_r. mu_r est compris entre 0 et 1. Dans ce cas-là, on a un matériau diamagnétique, c'est-à-dire un matériau qui va légèrement s'opposer au champ magnétique qui lui est appliqué. Par exemple, l'eau, l'argent, le cuivre, l'or. C'est un matériau sur lequel ne va pas adhérer du tout un aimant. mu_r est très légèrement supérieur à 1. On a affaire à un matériau paramagnétique, c'est un matériau qui va légèrement s'aimanter en présence d'un champ magnétique. Donc par exemple l'air ou l'aluminium. Là aussi, un aimant ne va pas adhérer à ce type de matériau.
Et on a aussi les matériaux ferromagnétiques où μr est très supérieur à 1, tels que le fer, le cobalt ou le nickel. Donc ce sont ces matériaux qui sont utilisés pour les noyaux des bobines, et un aimant va adhérer à ce type de matériaux puisqu'ils vont favoriser la circulation du champ magnétique. Les matériaux paramagnétiques ou diamagnétiques ne peuvent pas présenter d'aimantation rémanente, donc ne peuvent pas servir à fabriquer des aimants. Les matériaux ferromagnétiques peuvent présenter une aimantation rémanente, donc peuvent servir à fabriquer des aimants. Au niveau des composants, on retrouve exactement les formes que je viens de vous présenter en dessin 3D. On trouve aussi des composants dits enrobés qui ressemblent de loin à une résistance. Parlons maintenant des liens entre les grandeurs électriques dans une bobine. Avant de dessiner un schéma, parlons des symboles. Nous pouvons représenter une bobine sous la forme de petits arches comme L1, ou alors certains logiciels proposent une représentation un peu plus jolie avec des petits enroulements. La plupart du temps en électronique, la bobine va être utilisée en tant que récepteur. Nous allons donc flécher le courant et la tension en convention récepteur. La bobine peut être aussi un composant générateur. Si on applique un champ magnétique à une bobine, celle-ci va délivrer un courant et une tension. La notation en convention récepteur ou générateur va ajouter ou supprimer un signe moins dans les équations. Je rappelle que le flux d'induction phi est lié au courant par la formule phi égale Li. Le flux d'induction génère une force électromotrice aux bornes de la bobine et cette tension est égale à la dérivée du flux. Cette loi est appelée loi de Lenz ou loi de Lenz-Faraday, en hommage aux physiciens Emil Lenz et Michael Faraday. Et c'est ici que le signe moins apparaît lorsqu'on flèche la bobine en convention générateur. La loi de Lenz décrit un phénomène qui s'oppose à la cause qui lui donne naissance. En fait, la force électromotrice générée par le flux s'oppose à la cause qui lui donne naissance. Sinon, il y aurait création et amplification perpétuelle de l'énergie, et c'est un phénomène qui est absolument impossible dans la nature. Si on combine les deux équations, on obtient que UL égale L dIL sur dt. Si on trace par exemple un courant sinusoïdal en fonction du temps, la tension va être la dérivée de ce courant, donc il va y avoir une déformation temporelle et en amplitude de cette tension. On remarque la similitude avec la loi du condensateur, IC égale C DUC sur dt. Il y a des conséquences à avoir, la tension égale la dérivée du courant. La première conséquence est qu'il faut un courant variable pour avoir une tension non nulle. Corollaire de cette conséquence, si le courant est continu, la tension est nulle et donc la bobine est un court-circuit. Je rappelle que la bobine est un simple fil enroulé et donc il y a un cas de fonctionnement où le comportement de cette bobine est similaire au comportement d'un fil. Autre conséquence, le courant ne peut pas subir de discontinuité, c'est-à-dire de variation instantanée. Si le courant subit une variation instantanée, sa dérivée va tendre vers l'infini. Donc la tension va tendre vers l'infini. On appelle ça une surtension. Et on risque de détruire les composants électroniques. On peut aussi relier ce phénomène à l'établissement du courant dans une bobine. On va tracer le courant et la tension en fonction du temps. En modifiant le schéma avec une tension d'alimentation continue et en ajoutant un interrupteur, on a donc, avant la fermeture de l'interrupteur, donc T inférieur à 0, un courant et une tension nulle. On ferme l'interrupteur à l'instant T égale 0. Juste après la fermeture de cet interrupteur, le courant ne va pas subir de modification. On appelle ça l'instant T0+. Afin d'avoir ce phénomène, donc un courant nul, la tension, elle, va subir une discontinuité et va être égale à UE juste après la fermeture de l'interrupteur. En appliquant la loi d'Ohm à cet instant précis, on a bien I égale 0. Le courant va ensuite lentement s'établir dans la bobine avant d'atteindre son maximum, qui est égal à UE sur grand R. La tension, elle, va lentement diminuer vers 0. En fait, le courant et la tension n'atteignent jamais leur valeur maximum ou minimum, puisque c'est une évolution exponentielle. Nous mettrons ça en équation dans les prochaines vidéos et dans l'étude des circuits du premier ordre. Parlons maintenant de la puissance et de l'énergie. La puissance, je vous le rappelle, c'est la tension fois le courant. Donc si on remplace la tension par sa formule en fonction du courant, on trouve L fois IL fois DIL sur dt.
La puissance étant la dérivée de l'énergie, on peut facilement intégrer cette formule et trouver que l'énergie dans une bobine est égale à 1/2 fois L fois I au carré. Dans un circuit électronique, on associe généralement des bobines et des condensateurs afin de créer des circuits spécifiques avec une résonance, et ces composants vont fonctionner par échange d'énergie. Alors dans une bobine, on ne peut pas avoir de stockage simple d'énergie, au même sens qu'un condensateur ou une batterie. En fait, il faudrait maintenir le champ magnétique et donc la circulation du courant sans dissiper d'énergie, donc sans perte d'énergie dans une résistance. Le seul et unique moyen de faire ça, c'est d'utiliser des matériaux supraconducteurs et une technique qui s'appelle SMES, c'est-à-dire le stockage d'énergie magnétique avec des matériaux supraconducteurs. Les matériaux supraconducteurs nécessitent un refroidissement extrême, jusqu'à une température de quelques Kelvin, et les applications sont extrêmement restreintes à des applications de haute technologie extrêmement coûteuses, donc des applications militaires ou des applications spécifiques dans des réseaux de transmission d'énergie électrique. Intéressons-nous à l'association de bobines. L'association de bobines en série ou en parallèle est extrêmement simple puisque les formules sont similaires à l'association de résistance. Si vous associez en série deux bobines, vous allez augmenter la valeur de l'inductance. Par exemple ici, LS égale L1 plus L2. Si vous associez deux bobines en parallèle, vous allez avoir une formule du type 1 sur LP égale 1 sur L1 plus 1 sur L2, comme de résistance en parallèle. En simplifiant cette formule, on obtient le produit sur la somme L1-L2 divisé par L1 plus L2. Il me reste deux choses à aborder, le modèle réel de la bobine et le marquage des composants. Le modèle réel d'un composant va décrire électriquement le comportement de ses défauts, qui vont nous amener à décrire les limitations du composant. Je vous rappelle que dans le cas général, les défauts sont censés être négligeables ou faibles en fonctionnement normal. On part toujours d'un composant parfait, donc ici une bobine qui n'est représentée uniquement que par son inductance, à laquelle on va associer d'autres composants qui vont décrire ces défauts. Le premier défaut est la résistance équivalente série, comme pour un condensateur. Cette résistance série est l'effet du conducteur électrique qui compose la bobine, c'est-à-dire de l'enroulage du fil. Plus on augmente le nombre de spires, plus la résistance série va être importante. De plus, si la bobine est réalisée avec du fil très fin, on a forcément une résistance qui va être plus élevée. Cette résistance série peut être comprise entre quelques milliohms et être supérieure à une dizaine d'ohms. Dans les documentations constructeurs, on trouve le terme équivalent de série résistance ou la résistance RDC. Cette résistance est mesurée en courant continu, puisque en courant continu, l'effet de l'inductance est nul. Cette résistance va créer de la dissipation d'énergie, va modifier le comportement entre le courant et la tension, et va aussi jouer sur la fréquence limite de fonctionnement. Le deuxième défaut d'une bobine est la capacité entre spires. Lorsqu'on crée une bobine, on juxtapose des conducteurs séparés par de l'isolant, donc on crée un condensateur. Cette capacité limite directement la fréquence de fonctionnement, et comme pour un condensateur, on va avoir une fréquence de résonance ou fréquence d'inversion, au-delà de laquelle le défaut devient prépondérant sur le fonctionnement nominal du composant. Dans la documentation constructeur, on va trouver le terme de self-resonant frequency, qui peut être comprise entre quelques kHz pour les plus mauvais composants, et être bien supérieur à des dizaines de mégahertz pour les composants les plus performants et les mieux bobinés. Dernière partie de cette vidéo sur les séries et le marquage des valeurs sur les bobines. Pour les bobines, les fabricants proposent des composants généralement entre la série E6 et la série E24. Je vous rappelle en exemple la série E12, mais la réalisation de ces composants étant assez simple, les constructeurs proposent aussi des valeurs hors série. Et puis on peut aussi trouver sur le marché des kits de création de bobines avec des noyaux auxquels on ajoute un bobinage pour créer les valeurs que l'on souhaite. Le marquage sur les composants du commerce peut être direct, par exemple écrit directement la valeur 100 microhenry, ou un marquage à 3 chiffres comme pour les condensateurs, le résultat ici étant exprimé en microhenry. Les deux premiers étant les chiffres significatifs, le dernier le nombre de zéros. On a par exemple 392, qui est 3,9 accompagné de 2 zéros, donc 3900 microhenry, donc 3,9 millihenry. Pour ces marquages, on trouve la tolérance des composants
exprimé avec une lettre. Donc on peut trouver des tolérances actuellement entre plus ou moins 2% jusqu'à plus ou moins 30% avec les lettres G, J, K, L, M, N. Et puis on trouve aussi des composants enrobés sur lesquels est inscrit la valeur avec le code des couleurs. Le code des couleurs ici est un petit peu plus restreint que celui des résistances. Par exemple, orange, blanc, rouge, argent, 39 x 100 microhenries, donc 3900 microhenries, à plus ou moins 5%. Voilà, cette longue vidéo sur l'introduction aux bobines est terminée. Dans cette vidéo, j'ai fait l'impasse sur la notion d'inductance mutuelle, c'est-à-dire le rapport entre les inductances de bobines qui s'échangent du champ magnétique. Je laisse ça de très bon cœur à mes amis électrotechniciens. Dans les prochaines vidéos, nous nous intéresserons à utiliser ces composants, résistance, bobine et condensateur, afin de créer des circuits spécifiques, et nous passerons donc à l'étude des circuits du premier ordre. Portez-vous bien!